Salut les judokas, se blesser au judo, comment gérer les premiers jours? Alors comme vous pouvez le voir, c'est un épisode qui m'a été inspiré par l'actualité, puisqu'il y a exactement 6 jours, je me suis blessée à l'épaule, je me fais opérer demain. Et du coup, en voyant comment se sont passés les premiers jours, autant au niveau concret, pratique, que judo, que mental et que moral aussi, je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire cette vidéo. Et d'ailleurs, vous allez voir au fil de l'épisode comment aussi m'est venue l'idée de cette vidéo. Alors je vais alterner à la fois le récit chronologique de mon exemple personnel qui n'est évidemment qu'un exemple mais qui vise peut-être à faire réfléchir ou à faire écho à votre situation peut-être, et j'alternerai également avec les leçons que j'en ai tirées où là j'espère que ça pourra vraiment vous servir, que vous soyez blessé ou que vous ayez un judoka blessé autour de vous, donc que vous soyez potentiellement aidant, judoka aidant. Alors c'est parti, j'ai intitulé le premier chapitre « Crac » quand on croit encore que c'est pas grave. On est mardi soir, c'est l'heure des randonnées, je suis invitée par une jeune fille. Dès le hajime, elle m'impose un kumikata très très fort et me fait chuter dans les premières secondes sur vraiment un ippon très fort. Donc là, je comprends tout de suite dans la seconde que ça va pas du tout être un randori de travail en club comme on peut voir, mais plutôt un randori compétition. J'ai la réaction de me dire ok, bah je vais lui donner le change, je vais résister, je vais ne pas lui laisser la tâche facile on va dire, et ça ne manque pas, peut-être 1 ou 2 minutes plus tard, à la 3e ou 4e chute, je chute le bras en arrière, j'entends crack dans l'épaule, et donc à ce moment-là je suis assez persuadée que c'est musculaire. Je continue quand même, je finis quand même le randori, j'invite même les 2 randoris suivants, sauf que là je sens que la douleur descend dans le bras et dans la main. Donc je comprends que c'est peut-être pas rien du tout. J'accepte de ne pas faire le 4e et dernier randori. À ce moment-là, c'est vraiment difficile au point que, en voyant le 4e randori sous mes yeux par les autres, je regrette. Je me dis oh, j'aurais quand même dû accepter. Après tout, ça serait passé. Donc ça, c'est vraiment le moment où on n'a pas du tout envie de comprendre qu'on s'est blessé malgré tous les signaux qui sont envoyés au cerveau. Après le cours, dans le vestiaire et aussi à la petite collation qui était organisée, qui était très sympa, je me rends bien compte que je peux de moins en moins bouger mon bras, qui me fait de plus en plus mal et qui me lance. Mais moi, je reste très optimiste et je me dis, bon, je sens, d'après moi, ma petite expérience des légères blessures, que probablement demain ce sera pas fini, mais j'ai quand même cet espoir. Je me dis, oh allez, si ça se trouve demain j'aurai plus rien après une bonne nuit. Si je vous raconte cette première phase un peu en détail, c'est pour réaliser que là, en fait, je suis dans une phase qui s'appelle la phase de déni. Les phases qui sont liées à une blessure sont en fait les mêmes que dans un deuil. Et quand je dis phase, ça ne veut pas dire que ce sont des étapes qui vont se suivre de façon très organisée et chronologique. Ça veut juste dire que ce sont des états d'être, des sensations, des ressentis qui existent, qui peuvent se juxtaposer, se mélanger, venir, repartir, venir, repartir. Ce qui est sûr, c'est que cette fameuse phase de déni, je l'ai déjà vécue dans d'autres contextes, et ce qui est assez marrant, c'est que le déni, ça veut pas dire qu'on refuse d'accepter la blessure, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réaliser, en fait, on ne s'en rend juste pas compte. Et ce qui est très intéressant, j'ai fait quelques recherches, c'est que c'est un mécanisme du cerveau qui est extrêmement utile et qui nous protège en fait de vivre un choc qui serait trop difficile, duquel on pourrait peut-être pas se relever tout de suite. Donc lorsque tous les signaux arrivent, comme quoi, a priori on a une blessure grave par exemple, le cerveau pour compenser va créer des illusions. Donc ça peut être l'illusion par exemple que demain ça ira mieux, que c'est pas grave, etc. C'est exactement, en fait, je prends l'image du gros tapis de chute quand avant de faire des nagekomi sur le vrai tapis qui peut faire potentiellement un peu plus mal, on passe par le gros tapis de chute, bah c'est un peu ça, c'est une étape intermédiaire avant de vraiment pouvoir entendre tous les signaux et de voir la réalité en face. Je trouve que c'est important de le savoir, en tout cas moi ça m'a aidé parce que ça nous aide à nous dire que en fait c'est normal, c'est même une étape inévitable et c'est pas mal parce que franchement quelques jours après quand cette fois-ci on est capable de voir la réalité en face, le premier réflexe c'est de se dire mais j'étais vraiment trop bête, comment j'ai pu ce soir-là encore croire que le lendemain j'allais me réveiller et que ça allait passer. Donc on peut se sentir bête mais en fait non, c'est une étape normale qui est même inévitable et que tout le monde vit à petite ou plus grande échelle et qui peut même revenir à certains moments, repartir, etc. Alors, deuxième étape, je rentre quand même en voiture, c'est encore un peu chaud, je vois bien sur le trajet que je peux même pas passer les vitesses, donc ça me fait vraiment très mal. J'arrive au parking, je téléphone à la fois pour prévenir et puis aussi pour me confier, je téléphone aux quelques vraiment proches que j'ai pour leur raconter un petit peu que je me suis blessée. Là, je pleure beaucoup, c'est aussi les nerfs qui lâchent, la fatigue qui lâche, et
c'est fou parce que quand j'y repense, je me dis la phase de déni continue son travail de façon vraiment magnifique parce que là, je reconnais vraiment que demain matin, c'est sûr et certain que j'aurai très mal. Et je me dis juste, bah, du coup, ça veut dire que cette semaine, je pourrai pas aller à l'entraînement judo. Donc c'est pour ça que je pleure. Je suis vraiment triste d'annuler ma semaine judo. Et je me dis, pour la compétition qui a lieu dans 12 jours plus tard, je me dis, je vais manquer un peu de préparation. Donc ma phase de déni, mon gros matelas de chute, il a un petit peu rétréci. J'ai compris que je ferai pas de judo la semaine. Mais pour moi, c'est encore quasiment sûr que je vais faire ma compétition dans 12 jours et juste que je manquerai un peu de préparation. Donc l'amortissement continue à se faire en douceur. À ce moment-là, apparaît une phase qui se superpose et qui est la phase de culpabilité et de colère. En fait, c'est deux phases différentes, mais moi, elles étaient vraiment ensemble. Pourquoi? Parce que j'étais autant fâchée contre cette jeune fille que contre moi-même. J'étais fâchée contre cette jeune fille qui avait abordé le randori tout de suite en mode compétition, qui voulait certainement, je la connaissais pas, elle voulait certainement se mesurer ou voir ce que ça donnait. Et j'étais très fâchée contre moi d'avoir joué son jeu, en fait, d'être rentrée dans la résistance, de m'être dit, bah, après tout, ça me fait pas peur, je vais faire ce type de randori-là, plutôt que de reconnaître que non, c'était pas du tout le moment et qu'il valait mieux travailler. Cette phase d'être fâchée et en colère, c'est pareil, c'est important de savoir qu'elle existe et qu'elle est utile au cerveau. Elle vient notamment compenser le sentiment d'impuissance. En fait, c'est un moment donné où on ferait tout pour revenir en arrière. On regrette terriblement ce qui s'est passé. On se dit pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi elle ou il a fait ça. Mais comme on est impuissant et qu'on peut pas revenir en arrière, pour combler cette impuissance, pour la compenser, on va se mettre en colère contre soi ou contre les autres. Donc ça, je pense que c'est important aussi à savoir, notamment pour l'entourage qui peut entendre cette colère. En fait, la colère, c'est l'émotion qui est l'une des émotions qui est la plus condamnée dans la société. Tout le monde dit que c'est pas bien de se mettre en colère et en général, on déteste la colère. En réalité, c'est parce qu'on confond l'émotion et sa forme d'expression. Et comme la colère est condamnée dans la société depuis qu'on est tout petit, n'importe quel enfant en colère, on va le gronder, on va essayer de lui apprendre à être autrement. Et bien du coup, cette colère qui existe, qui est une émotion de n'importe quel être humain, elle va s'exprimer par compulsion sous des formes qui généralement sont désagréables, voire même dangereuses pour l'entourage. Et nous, on confond la forme et l'émotion. Du coup, on condamne le tout. Alors que l'émotion, elle est extrêmement utile et elle existe chez tous les êtres humains. Donc, de la réprimer, c'est ça qui va faire qu'elle va s'exprimer sous une mauvaise forme. J'ai pu le découvrir combien elle était importante, combien la colère est protectrice et oui, combien elle nous permet de nous affirmer et de créer notre identité. Lorsque, à la suite de l'explosion de Beyrouth, que j'ai vécue de plein fouet, au bout de quelques mois, j'arrivais pas à retrouver mon enthousiasme et voilà ma vie normale. Donc j'ai été consulter une personne qui était spécialisée dans ce type de traumatisme et c'est là que j'ai découvert dans mon processus de guérison suite à cette explosion où en fait j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi mais que j'exprimais pas. Et c'est là que j'ai découvert combien une colère qui dit non à l'extérieur, et encore une fois je mets bien la nuance sur la forme, je parle pas de la forme, hein, il y a plein de façons de dire non à l'extérieur, mais une colère qui s'exprime, c'est une façon de se dire oui à soi et de se respecter, de se protéger, de s'affirmer. Donc cette colère, elle est très importante. Et si je reviens à mon exemple de blessure, donc là il y a quelques jours, quand j'ai vécu cette colère, j'avais conscience que ce n'était que une expression qui venait compenser mon impuissance de ne pas pouvoir revenir dans le passé. Et je me suis dit, bah en fait, cette colère, elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire, le judo, c'est important pour toi, ta santé, c'est important pour toi, tu veux pas que ça se reproduise, tu veux pouvoir pratiquer en toute sécurité. Toute cette colère qui était contre cette jeune fille et contre moi-même, en fait, elle venait affirmer tout ça. Et bah ça, c'est pour moi, c'est des choses super importantes. Donc voilà pour la petite parenthèse sur la colère. Mais je pense que comme on est tous amenés à la vivre, et plus particulièrement quand on est blessé, ça peut aider et ça peut être intéressant de comprendre comment elle s'exprime et pourquoi c'est important aussi de la laisser s'exprimer sous une forme qui est acceptable. Et pour ça, on peut appeler des proches, on peut aussi se le dire à soi, on peut l'écrire, etc. Juste au passage, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et même à mettre un pouce parce que ça aide l'algorithme à remonter la vidéo auprès des personnes qui pourraient être intéressées, donc peut-être des judokas blessés. Non seulement ça rendra service à ceux qui découvriront la vidéo, mais à moi aussi beaucoup parce que je cherche vraiment à développer cette chaîne, donc c'est toujours sympa. C'est un petit soutien, ça coûte pas grand-chose, un pouce ou s'abonner et on est reparti. Alors comprendre ces différentes phases, ces différentes émotions, ça permet vraiment de nous aider à accepter nos réactions sans les juger. Juste à accepter qu'on réagisse comme on réagit et ne pas être toujours dans le jugement, à se condamner et à souhaiter être
autrement. Et ça, c'est encore plus important du fait que lorsqu'on se blesse, on a tout l'entourage, tous les amis qui va nous soutenir, nous mettre des messages sous forme variée. Et souvent, ces messages-là, si on n'en a pas conscience, si on en a conscience, il n'y a pas de problème, mais si on n'en a pas conscience, ça peut renforcer le jugement sur nos réactions. Pourquoi? Parce que on a la personne qui va nous dire que c'est très grave, qui va s'inquiéter presque plus que nous. Donc du coup, ça peut nous mettre en doute en disant mais peut-être que je m'inquiète pas assez, peut-être que j'ai pas bien compris. Il y a la personne qui va nous dire tout de suite d'être positif, que c'est pas grave, qu'on va rebondir, patati patata. Alors du coup, si on se sent pas bien, ben on peut se juger de se dire bah je suis pas à la hauteur, je me sens pas bien, je devrais mieux savoir rebondir comme lui me l'indique. Il y a aussi les personnes qui vont tout de suite nous raconter leur expérience, qu'ils ont eu la même chose ou que le cousin du voisin a eu la même chose et ils vont nous donner tout plein de détails qu'on va prendre comme des informations de référence parce que au moment où on se blesse dans les jours qui suivent, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore selon les médecins qu'on a pu voir ou pas. Parfois même quand on voit un médecin, toute l'information on ne l'enregistre pas forcément bien précisément, on s'aperçoit qu'on a des questions 2-3 heures après. Donc, ce que vont dire les amis sur ce qu'ils ont vécu ou sur ce que, comme je disais, le cousin du voisin, l'air de dire « on m'a dit que » a vécu, si on n'en a pas conscience, encore une fois, on peut avoir le réflexe de prendre ça comme référence alors que c'est des informations qui ne vont pas nous concerner. Donc, tout cet entourage, finalement, si on n'a pas bien conscience des phases dont je vous parlais et de comment fonctionnent les émotions, on peut vite se laisser polluer, entre guillemets, en tout cas se laisser embarquer dans les réflexions qu'on entend à droite, à gauche, et finalement ne pas profiter de ce soutien qui nous est envoyé par bienveillance, juste parce que on n'a pas conscience de comment on fonctionne. Alors vous allez me dire peut-être, et c'est une parenthèse que je fais, comment soutenir au mieux quelqu'un qui est blessé, justement sans lui dire d'aller beaucoup mieux si c'est pas le moment, sans forcément lui donner des informations qui vont pas être vraies pour lui, etc. Alors moi je pense, pour moi il y a 3 façons d'aider quelqu'un qui sont à tous les coups, pour moi je pense, très efficaces. La première façon c'est d'écouter, tout simplement. Alors c'est pas si facile que ça, on a toujours envie de dire, de conseiller, de remonter le moral, mais en fait je vous assure que c'est très 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 aidant d'avoir une simple écoute, quelqu'un qui prend du temps, qui écoute, qui entend là où le blessé en est, qui entend ses émotions et qui est juste là pour accueillir l'état du blessé à ce moment-là. Que ce soit un état plutôt déprimé ou plutôt au contraire en train de vouloir se relever, rebondir, etc. Donc la première chose, c'est l'écoute. La deuxième façon, je trouve, d'aider, c'est de poser des petites questions, tout simples. Donc moi, j'en ai eu beaucoup, je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait. Mais un petit message qui dit « Coucou, comment ça va aujourd'hui? Comment va le moral aujourd'hui? Comment t'as dormi ?» Ça, c'est super parce que c'est une porte ouverte pour le blessé à répondre de façon détaillée et abondante s'il en a envie, ou au contraire à répondre de façon discrète ou même répondre plus tard s'il en a envie. Donc ça respecte énormément son état, je trouve. Et puis la troisième façon d'aider aussi beaucoup un blessé, c'est simplement les pensées. Donc j'en ai aussi beaucoup. C'est des gens qui disent « Bah voilà, courage, je pense à toi ». Parfois c'est un petit message chaque jour ou tous les 2 jours, c'est juste je te soutiens et il n'y a pas beaucoup plus à dire en fait. Sachant que de toute façon, un blessé qui aura besoin, qui voudra poser des questions, qui aura besoin de connaître une expérience, moi par exemple j'avais beaucoup de questions sur les délais suite à une opération, comment ça se passait, vous inquiétez pas, il va aller les poser les questions. Et il va aller les poser vers les personnes où il pense que c'est les bonnes personnes pour. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que le blessé va être aussi acteur dans sa recherche de soutien. Finalement, je compare tous les soutiens qu'on peut avoir autour, un peu comme le tableau de bord d'un avion. Je repense à mon papa qui aimait beaucoup les avions, il avait un tableau de bord très compliqué, moi j'y comprenais rien, je me disais mais comment il peut voir tous ces boutons? Et en fait non, quand j'étais en vol avec lui, il regardait que 3 ou 4 boutons à la fois au bon moment. Donc il y a plein d'indicateurs possibles et lui choisissait juste les 2-3 bons au bon moment. Bah, pour moi, un blessé c'est exactement pareil. Ce qui est super, c'est de donner au blessé le fait qu'il a plein de soutiens possibles. Les soutiens sont là et c'est à ça que servent les petites pensées, les petites questions. Ok, j'ai compris que j'étais entourée, tous mes soutiens sont là. Mais après, c'est au blessé, lui, il va savoir à quel moment il a besoin de quoi. Et je pense personnellement que c'est pas forcément utile de l'inonder d'informations ou d'inquiétudes supplémentaires ou de messages super positivants parce qu'en fait, il y a des moments où ça va pas être le bon indicateur que dont le blessé aura besoin. Donc voilà, ça c'était pour la partie soutien. Donc maintenant, je reviens à mon histoire. Le lendemain de la blessure,
Je comprends que ça serait peut-être pas mal que je consulte un médecin, mais j'en étais pas du tout convaincue. Je pense que, enfin c'est même sûr, la phase de déni fonctionnait encore, j'avais encore un bon matelas d'amortissement. Et puis surtout, moi j'étais assez convaincue que c'était musculaire, donc je me disais, qu'est-ce que le médecin va me dire? De toute façon, dans tous les cas, il faut que j'attende, que je mette de la crème, et puis voilà, ça va être du repos pour que ça remonte d'ici quelques jours. Sauf que là, et je remercie la vie parce que vraiment j'ai eu une chance inouïe, le club dans lequel je devais aller le mercredi soir a un judoka qui est médecin urgentiste. Donc c'était vraiment génial pour moi parce que j'ai pu aller à ce club-là, évidemment le bras comme ça, donc je savais que je ferais pas de judo, c'était vraiment impossible, je pouvais pas bouger d'un millimètre, mais c'était super de savoir que j'allais voir un médecin urgentiste qui lui, alors c'est drôle parce qu'à posteriori je me rappelle de son regard, mais sur le coup j'ai pas trop compris, mais lui quand il m'a demandé de bouger le bras et qu'il a vu que je bougeais pas d'un centimètre, il m'a dit bon ça serait quand même bien que tu fasses une échographie demain matin. Alors je me suis dit qu'il avait raison, ça allait me donner au moins une information claire et surtout je me disais comme ça je vais avoir le bon traitement. Entre la crème A et la crème B, je vais choisir la bonne. Donc je dis ok pour l'échographie. Et là pour anecdote, j'ai une pensée très empathique pour l'échographe qui a été celui qui a dû me montrer. Il a tourné longtemps autour du pot, donc je ne sais pas si lui-même voulait vérifier ou s'il n'osait pas trop me le dire parce qu'il avait très bien compris que j'étais encore largement dans la phase de déni. Mais voilà, il a fini par me montrer la partie noire qui correspondait à la rupture totale du tendon. Il a prononcé le mot opération. Je me suis dit quoi, opération? Bon, c'est aussi que ça me faisait comprendre que ma compétition dans 10 jours, ce serait pas possible. Donc là, c'est vrai que ça a été une journée un petit peu de crash, pour laquelle d'ailleurs j'ai été extrêmement bien accompagnée par cet hôpital. Donc si vous me le permettez, je prends juste une minute pour citer le CHU de Bergerac, parce que c'est là où je suis, qui est vraiment exceptionnel, des équipes superbes, depuis la dame de l'accueil qui filtre avec les passes sanitaires, jusqu'au chirurgien, jusqu'à voilà, l'IRM, l'échographie, tous les examens, prise de sang, etc. Tous les examens, vraiment, des personnes qui sont extrêmement accueillantes, extrêmement rassurantes, extrêmement douces aussi dans leur discours. Donc je tiens vraiment à les remercier beaucoup parce que je trouve que en tant que sportif, on a souvent des hautes exigences vis-à-vis du corps médical parce que notre corps est très important et c'est pas toujours facile non plus pour les médecins de correspondre aux exigences des sportifs. Et là, je trouve que vraiment ils ont été parfaits sur toute la ligne. Donc je tiens vraiment à remercier le CHU de Bergerac. Je ferme la parenthèse et je reviens à la dernière partie de cet épisode, à savoir la leçon que j'en ai tirée. Grâce aux mots rupture, opération, et encore j'avais pas toutes les infos, mais comme je vous le disais, le crash commençait à se faire, le tapis du déni commençait à sérieusement rétrécir, je commençais à enfin pouvoir entendre tous les signaux et toutes les informations et à vraiment faire face à la réalité. Ma colère et ma culpabilité commençaient aussi à disparaître pour laisser la place à ok, quelle leçon j'en tire? Ça a été la première chose, avant même de penser à rebondir, j'ai vraiment pensé à dire mais voilà, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Et ça, je voudrais, encore une fois, je vais revenir sur mon exemple personnel, c'est pas pour vous dire mon histoire, mais c'est vraiment pour vous montrer le mécanisme et pour vous montrer que je suis convaincue que c'est super important en cas de blessure de relire tout le paysage historique, on va dire, de comment on en est arrivé là, parce qu'on peut en tirer des enseignements très très précieux pour sa pratique, bien au-delà de je veux pas refaire ça. Donc, pour mon cas, comment ça s'est passé, comment je suis arrivée à cette blessure, c'est pas juste de rencontrer une jeune fille qui a voulu faire un randori très fort, c'est pas du tout ça. C'est d'abord, c'est moi la première responsable, mais pourquoi? Parce qu'en fait, en début de saison, c'était la reprise suite au Covid, je m'étais fixé des objectifs qui étaient ambitieux. La conséquence logique de ces objectifs que je n'avais pas fixés à la légère, c'était vraiment une priorité pour moi pour cette année scolaire, la conséquence c'est que j'ai mis les moyens en place. Parmi ces moyens, j'ai mis quoi en place? J'ai mis 3 choses. La première, c'est que mes entraînements judo du soir sont ma priorité. Donc ça paraît simple à dire, mais en fait, ça veut dire que quel que soit mon travail, quelles que soient les invitations des copains, les anniversaires, je ne sais quoi, mes entraînements judo sont ma priorité le soir. Le deuxième moyen en place, c'était de me faire des séances 5 matins sur 7, des séances personnelles de judo ou de préparation physique. Et le troisième moyen que j'ai mis en place, c'est d'aller à l'IJ le lundi soir. Et accompagné par un judoka qui m'accompagne lui personnellement sur mes objectifs. Donc ça, je le précise aussi parce que c'est important. Je suis pas allée à l'IJ comme ça, la bouche en cœur, la fleur au fusil. J'y suis vraiment allée de façon encadrée, avec quelqu'un qui m'accompagnait, avec qui on avait fixé quel type de travail, quel objectif, etc. Ces trois moyens mis en place, qu'est-ce que ça a créé sans que je me rende compte de façon inconsciente?
La première chose d'abord, c'est que je me sentais très en forme physiquement, je me sentais en pleine santé. La deuxième chose, c'est que mentalement, avec l'IJ, j'avais largement augmenté ce que j'appelle mon seuil d'encaissement, c'est-à-dire que comme à l'IJ, le niveau est bien supérieur et que je chutais beaucoup et très fort, j'avais vraiment augmenté cette capacité à accepter l'opposition et à accepter un niveau supérieur. Et puis la troisième chose qui comptait beaucoup aussi, c'est que ayant mis mes entraînements de judo en priorité le soir, ça faisait que j'en faisais beaucoup dans plein de clubs différents, et donc je me suis vraiment habituée à rencontrer toujours des judokas inconnus, puisque moi je me balade pas beaucoup dans des clubs différents. Donc j'avais plus d'appréhension comme je pouvais avoir au début. Au début, quand j'allais dans des clubs que je connaissais pas, voilà, je me disais toujours, oulala, je sais pas comment ça va être les randonnées avec eux, avec lui, avec elle, etc. Et là, en fait, je m'étais vraiment habituée à faire des randonnées avec des gens que je connaissais pas. Donc tout ça, ça m'a amené à ce club-là, ce soir-là, où de façon inconsciente, quand cette jeune fille m'a invitée, je me sentais en pleine forme. 2, j'avais l'habitude d'avoir des gens dans une certaine agressivité face à moi. Et 3, j'avais aucune appréhension avec le fait que c'était une judokate que je connaissais pas. Et donc ça m'a fait oublier une règle qui est capitale et que c'est la leçon dont j'en ai tiré, mais qui va me servir pour mon judo de façon bien plus large que juste ne pas me reblesser. C'est que pour moi, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ou par discussion, parce que ça m'intéresse vraiment, mais pour moi, j'ai découvert que tous les tatamis ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que à l'IJ, c'est un tatami en particulier avec un encadrement spécifique et des judokas qui sont, donc voilà, à l'IJ, c'est les judokas qui visent le haut niveau ou qui sont déjà dans le haut niveau, donc des judokas qui ont énormément de judo dans les pattes. Et par exemple, c'est vrai qu'à l'IJ, il y a une très forte opposition, c'est vraiment du judo de compétition, mais je me suis jamais sentie en danger. Et j'attribue ça à 3 facteurs. Le premier, c'est que les filles, alors je dis les filles parce que du coup, on est suffisamment nombreuses pour faire que entre filles, mais je pense que c'est pareil pour les garçons. D'abord, ils ont rien à prouver, ils sont vraiment là pour travailler, donc ils vont pas chercher à nous mettre par terre, quoi qu'il arrive, de façon, j'ai presque envie de dire bête et méchante, ils sont là pour travailler. 2, évidemment, comme ils sont quand même de très bon niveau, ils ont un judo propre, ils font pas n'importe quoi. Et puis 3, mine de rien, j'ai vraiment pu le constater à plusieurs reprises que les filles, elles s'adaptent à moi en fait. Dès qu'elles comprennent que je suis largement en dessous, elles sont sans pitié, elles continuent à me faire chuter 20 fois, mais je le vois très bien qu'elles s'adaptent. Donc c'est vrai que je me suis jamais sentie en danger à l'IJ. Donc ça, c'est le premier cas de figure, le premier tatami que j'ai identifié. Le deuxième tatami que j'ai identifié, c'est le club d'appartenance. Donc chacun a son club d'appartenance. Moi, je peux dire que j'en ai 5 ou 6 parce que c'est vrai que je pratique de façon très régulière. Donc d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Saint-Clément, bien sûr, à Ailly, à Ippon 5, au judo club Célois, au judo club de Jean-Luc Barré à Paris, Sanchiro. Voilà, j'espère que je n'oublie pas. Mais voilà, ça c'est des clubs où j'y vais au Gandor, oui, avec Delphine. Donc ça c'est des clubs où je vais régulièrement. Donc je les assimile à mon club d'appartenance. Pourquoi? Ça c'est pour moi aussi un tatami qui est très différent. Parce que même si parmi ces clubs, il y en a certains qui sont des clubs compétiteurs avec des jeunes, ce qui se passe c'est que quand c'est notre club d'appartenance, on se connaît en tant qu'humain, en tant que personne humaine, et du coup ça efface complètement le besoin de prouver quelque chose. Et le jeune de 16-17 ans qui nous connaît parce qu'il nous voit souvent, parce qu'on se dit une blague en dehors du tapis, il va pas du tout avoir la même attitude en randori qu'un jeune de 16-17 ans qui nous connaît pas du tout et qui voit juste en nous peut-être, si c'est une ceinture de couleur par exemple, il va juste voir en nous la ceinture noire ou celle ou celui qui a gagné telle médaille, et donc il va avoir envie de se mesurer par réflexe qui est un peu bête, mais bon, néanmoins c'est comme ça. Donc c'est un deuxième type de tatami, c'est le club d'appartenance. Troisième type de tatami, c'est les clubs techniques qui sont pas des clubs compétiteurs, où là, en général, de manière générale, c'est vrai que c'est des clubs où les randoris souples et vraiment de travail, c'est instauré pour tout le monde, donc il y a beaucoup moins de danger. En général, c'est une pratique qui est très sécurisée, même s'il faut quand même parfois faire attention, en tout cas quand on a un petit gabarit comme moi, parfois sur des ceintures de couleur qui sont plus grandes, plus costauds, qui maîtrisent pas forcément leur force, qui se rendent pas compte, bon, faut être vigilant, mais globalement, c'est des pratiques sécurisées. Et puis, il reste le quatrième type de tatami, qui était là où j'étais, par exemple, c'est le jour où je me suis blessée, qui sont des clubs compétiteurs, qui du coup ont des pratiques de randori sécurisées dans le sens où, pour tous les gens où c'est le club d'appartenance, forcément, pour eux, c'est sécurisé, mais où c'est là où moi, je sais que c'est vraiment la leçon que j'en tire, c'est que quand on est extérieur et que, a fortiori, on peut avoir une certaine image, par exemple, tout simplement d'être ceinture noire,
eh bien, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Moi, je sais que je vais privilégier dans ce cas-là, d'abord, les randonnées avec les autres ceintures noires, pas les ceintures de couleur. 2, les randonnées avec des vétérans, parce que ils ont, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai qu'a priori, plus on grandit, plus on acquiert à la fois de l'expérience, mais aussi de la maturité, on a moins de choses à prouver que quand on a 16 ou 17 ans, par exemple. Et puis 3, surtout, expliquer, tout simplement, prendre le temps de le dire. Et si le randori s'assimile plus à une compétition, tout simplement dire, non, moi je viens vraiment là pour travailler, donc on peut pas faire comme ça sous forme de compétition. Donc ça, c'est le 4e type de tapis. Je rappelle encore vraiment, parce que c'est super important, que si je vous ai donné tous ces détails sur mon histoire, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu de mon histoire, mais c'est vraiment pour vous montrer, au-delà de la conclusion à laquelle j'arrive sur les différents types de tatami et sur laquelle je veux bien avoir votre avis, c'est aussi pour vous montrer que tout ce travail-là, je l'ai fait en me racontant toute l'histoire depuis septembre. Je peux même faire peut-être en allant encore avant. Et quand on retrace comme ça, on prend l'occasion de la blessure pour bien re-regarder quel est son judo, quels sont ses progrès, dans quel état d'esprit on était, pourquoi on en est arrivé là ce jour-là. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et franchement, ça m'a même donné beaucoup d'outils pour l'avenir. Et je pense que dès aujourd'hui, alors que je suis même pas encore opérée, je sais que je vais repartir de cette blessure rien qu'avec cette petite partie-là, beaucoup plus mûre, avec plus de conscience des choses, et donc je vais pouvoir beaucoup mieux progresser parce que je vais aussi mieux cibler mon travail, mieux organiser mon travail, et notamment en l'occurrence sur ce point précis, j'ai décidé d'avoir un comportement qui est quelque part assez égoïste, qui est que moi je vais suivre cette règle très stricte des différents tatamis, et les randonnées style compétition, ce sera aliji, point, barre, rien d'autre. Surtout que j'ai aussi énormément besoin des randonnées qui sont pas du tout compétition pour progresser. Et donc pour ça, il y a plein de clubs, donc c'est ça qui est bien. Alors, sur l'article qui est écrit, j'ai fait une petite partie sur l'épaule. Donc si jamais ça vous intéresse, allez sur le blog, donc secretjudoka.com. Vous regardez cet article et vous allez voir, il y a une petite partie sur comment est constituée l'épaule, c'est quoi le tendon supraépineux, qu'est-ce qu'on va me faire durant l'opération. Encore une fois, j'ai pris que mon cas, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Le chirurgien me l'a expliqué à merveille. J'ai même pu comprendre comment on lisait une IRM. Donc je me suis dit, je le partage parce que ça donne toujours de l'info sur où sont nos muscles, nos tendons et comment ça s'organise. Donc ça, c'est la petite partie épaule que je vous laisse aller voir sur le blog écrit. Maintenant, je vais finir avec comment rebondir. Comment planifier, s'adapter, se projeter, changer, maîtriser, etc. Pour ça, vous connaissez mon dada, moi c'est mieux se connaître, mieux on se connaît, je trouve mieux on réagit, en tout cas plus on est à l'aise dans nos différentes réactions. Alors sur bien connaître nos mécanismes par rapport à rebondir, moi j'ai une liste de 10 questions que j'étudie de façon assez précise. Là, je vais juste vous en poser 5, parce que sinon ce serait trop long. Mais déjà, sur ces 5 questions, voilà celles que je vous pose aussi à vous, parce que ce sera l'occasion. La première, c'est est-ce que vous avez, dans votre vie en général, et aussi au judo, est-ce que vous fonctionnez avec un agenda et que vous avez besoin qu'il soit bien organisé? Et si oui, combien de temps à l'avance? Voilà, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir leur agenda clair juste 2 semaines à l'avance, d'autres 6 mois à l'avance. Moi, par exemple, quand on me demande en mars, est-ce que je peux faire telle vacances en août? Pour moi, c'est beaucoup trop loin, j'y arrive pas du tout. Et il y a d'autres gens, ça les embête vraiment que je leur dise la réponse de l'été seulement fin juin. Donc, quel est notre délai d'organisation et est-ce qu'on a besoin que ce soit bien carré ou pas? La deuxième question, c'est est-ce que quand il y a un imprévu dans cet agenda, voilà, est-ce que ça nous dérange ou pas? La troisième question, je préciserai 2 choses importantes à la fin. La troisième question, c'est est-ce que vous avez besoin d'objectifs, de projets pour vous sentir bien? Il y a des gens oui, des gens non. La 4e question, c'est est-ce que si ces projets et ces objectifs doivent changer, vous êtes à l'aise avec ça? Là, c'est pareil, il y a des gens, ils veulent pas du tout changer leur objectif. Quand il y en a un, c'est un jusqu'au bout. D'autres, ils changent facilement de projet ou d'objectif. Et puis la 5e question, c'est est-ce que vous avez besoin de savoir les choses ou est-ce que vous êtes à l'aise avec l'incertitude, les flous, quand on ne sait pas encore? Est-ce que vous êtes à l'aise? Je vous donne un exemple tout bête. Ce soir, j'ai des amis à dîner. Je ne sais pas s'ils sont 4 ou 6. Il y a des gens, ça va être très compliqué. Ils ont vraiment besoin de savoir si ils vont être 4 ou 6 et d'autres qui n'en ont rien à faire. C'est 2 extrêmes, mais voilà. Donc les 2 choses que je voulais préciser, c'est d'abord qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Donc même si dans la façon de poser la question, on peut peut-être se dire « c'est mieux d'être comme ça », en fait, pas du tout. C'est juste une façon de fonctionner qui va nous être très utile et j'ai envie de dire une bonne réponse dans certains contextes
et freinante ou gênante dans un autre contexte. Donc il n'y a vraiment aucune bonne et mauvaise réponse. D'avoir besoin de savoir ou d'avoir un agenda organisé 6 mois à l'avance, ça va être génial dans certains cas et ça va être peut-être moins pratique dans d'autres cas, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que là je parle d'apprendre à comment fonctionnent nous, mais c'est aussi du coup très utile pour comprendre comment fonctionnent nos proches et par exemple nos amis judokas avec lesquels on travaille. Quand j'ai passé le CQP, mon partenaire par exemple, il n'avait pas forcément les mêmes modes de fonctionnement que moi sur ces 5 questions. Et j'ai trouvé ça très utile de juste le repérer parce que ça permet de beaucoup mieux accorder nos violons et quand même travailler ensemble. Alors voilà, ces 2 parenthèses là faites, je reviens sur ces 5 questions. Donc moi par exemple, sur cette question, je prends juste, donc les 4 premières, mes réponses étaient plutôt pratiques ou en tout cas pas gênantes dans le cas de la blessure. Par contre, c'est la 5e associée à la 3 qui m'a gênée, à savoir 5e, moi j'ai besoin de savoir les choses, je suis pas très à l'aise avec le flou quand ça concerne mes objectifs, donc c'est pour ça que je dis 5 associés à 3. Et là, du coup, je n'avais pas l'information des délais. J'avais compris que j'allais me faire opérer, je ne savais pas encore quand, et surtout, je ne savais pas si après l'opération, combien de temps j'allais être immobilisée, combien de temps durait la rééducation, combien de temps je retournerais sur un tapis, et au bout de combien de temps je referais de la compétition. Et ne pas avoir cette information, pour moi, c'était difficile. Parce que ça concernait, question numéro 3, mes objectifs. J'ai vraiment besoin d'avoir des objectifs et des projets. Ça m'est presque impossible, je vais réfléchir, mais quel que soit le domaine, je pense que pour moi, c'est très compliqué de fonctionner si j'ai pas de projet ou d'objectif. Donc, question 3 et 5 associées ensemble, par rapport à la blessure, c'est pile à cet endroit-là que j'ai eu du mal à gérer. Mais du coup, comme j'en avais conscience, d'abord, j'ai attendu le rendez-vous du chirurgien en me disant, voilà, faut que j'accepte de pas savoir jusque-là. Et puis après, quand j'ai eu le rendez-vous du chirurgien qui m'a expliqué les différents délais, là, ça a été nickel. Maintenant, je sais que moi, je suis à l'aise une fois que je sais, et que du coup, je peux avoir mes objectifs et planifier. Je sais que je suis très à l'aise avec l'imprévu, donc si le délai doit changer en cours de temps, je sais que ça me dérangera pas. Mais par contre, ce qu'il me faudra, c'est que je puisse tout de suite remettre une information que je sais. Si le délai change pour me dire on sait pas, là je sais que pour moi ça va être compliqué à gérer. Donc voilà, donc ça c'était la petite partie sur apprendre comment on fonctionne pour tout simplement pour mieux gérer dans les jours qui suivent la blessure, pour mieux gérer ces différents états de morale. Et maintenant, sur comment rebondir, là je vais vous donner 2 techniques que j'ai utilisées et que j'utilise de manière générale, mais là ça a encore très bien fonctionné sur cette blessure. La toute première technique, ça vient de la dépolarisation d'ailleurs, c'est de chercher tout de suite, même quand on est encore dans une émotion forte, en tout cas dès qu'on peut, dès qu'on en a envie, de chercher les bénéfices de cette situation. Ça peut paraître très surprenant, surtout quand on a super mal, on se dit mais en fait il n'y a pas de bénéfice, mais c'est super utile. Pourquoi ? Parce qu'on va tout de suite mettre les choses en perspective et comprendre que ce qu'on voit comme un événement catastrophique, c'est parce qu'on ne le voit que sous un certain angle de vue. Donc j'y reviendrai après parce que ce sera la deuxième technique qui sera très forte sur cet angle de vue. Mais déjà, dès le départ, trouver des bénéfices, moi je sais que ça m'a beaucoup soulagée. Je vous donne un exemple très bête, mais je me suis dit, ok, là je vais complètement annuler mes entraînements de judo. Je me dis, je regarderai des films, ça fait des années que je regarde pas de films le soir parce que je vais au judo, ou j'irai enfin manger avec des amis non judokas. Donc au début, c'est des bénéfices un peu superficiels qui peuvent paraître rien du tout, et évidemment, c'est pas parce que je me suis dit ça que j'étais contente d'être blessée, loin de là, je continue à me dire que c'était vraiment injuste et que j'étais dégoûtée, mais néanmoins, ça m'a ouvert, et je trouve que c'est un super début, ça m'a ouvert des petites fenêtres de consolation, on va dire, voilà, ça console. Donc j'ai listé comme ça 5, 6, 7 bénéfices, évidemment je me suis dit, au moins j'apprendrai à ne plus me blesser dans ce type de contexte-là, etc., etc. Donc ça c'est la première technique qui peut être faite rapidement. La deuxième technique qui va beaucoup plus en profondeur, si je puis dire, et qui du coup ne peut peut-être pas être faite dès le premier jour, en tout cas il faut être prêt moralement à l'aborder, alors je vais vous donner 4 phrases qu'on peut utiliser. Donc dès la première phrase, moi c'est la première phrase qui m'a été utile pour ça, alors moi c'est quasiment une religion, j'ai la conviction que la vie est parfaite. Et du coup, quand il y a quelque chose qui me va pas du tout, comme cette blessure, vraiment je me disais mais là c'est pas possible, comme je sais, j'ai cette conviction, alors vous allez me dire c'est une croyance parce que je l'ai pas vérifiée, mais comme j'ai la croyance que la vie est parfaite, je sais que c'est moi qui ne vois pas encore en quoi c'est parfait. Et du coup, j'essaye de me dire, ok, qu'est-ce que la vie veut m'apprendre à travers ça et pourquoi c'est parfait? Et mine de rien, ça a marché. Donc ça a marché, c'était le vendredi matin
avant le rendez-vous chez le chirurgien, donc j'étais sur le trajet pour y aller. C'est-à-dire je me suis blessée le mardi soir et j'ai vu le premier médecin le mercredi soir, donc moins de 48 heures après avoir vu le premier médecin et 24 heures, à peine 24 heures, 12 heures après avoir compris que c'était vraiment embêtant. Donc c'est quand même très court comme temps. Et à force de me poser cette question un petit peu en boucle, ok, qu'est-ce que la vie veut me montrer, qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre, j'ai réalisé deux choses qui ont complètement changé mon état d'esprit. Mon état d'esprit, il était quoi à ce moment-là? J'avais cette sensation qu'on m'arrachait la moitié de ma vie. Parce que, comme nous tous, c'est sûr qu'on m'arrachait mes entraînements judo, ça c'est un, donc toutes mes soirées. Deux, moi personnellement, c'est aussi mon style de vie, parce qu'en fait, je me balade de dojo en dojo, donc c'est aussi, j'ai presque envie de dire, mes habitations, mon quotidien, donc on m'arrachait mon style de vie. Je me disais, je vais devoir devenir sédentaire, alors là, ça me paraissait affreux. Et puis trois, ma vie sociale, parce que du coup, plus de 50% de ma vie sociale, elle est dans ces dojos à rencontrer ces différents judokas de ville en ville. Donc j'avais vraiment l'impression que c'était plus de la moitié de ma vie qu'on me volait et qu'on me retirait. Par-dessus ça, je m'inquiétais parce que pour moi, le judo, jusqu'à maintenant, ça a toujours été un peu ce que j'appelle ma colonne vertébrale. Et à savoir que je réalisais que tous les projets hors judo, ou par exemple pour Secret Judoka, en tout cas on va dire hors tatami pur, hors pratique sportive pure, si j'arrive à les mener avec discipline, organisation, ambition, etc., c'est parce que j'appelle ça ma forme de vie, sous-entendu en parallèle avec la forme de corps au judo. C'est parce que ma forme de vie, elle est construite par le judo. En fait, le judo m'éduque tellement jour après jour à de la discipline, à une certaine façon de faire, que ça me permet de le réappliquer dans les autres domaines de vie, même si c'est un peu inconscient. Et je me disais, si je perds cette colonne vertébrale, si je perds ce quotidien qui me fait des repères, en fait, qui me fait suivre un certain chemin, mais j'avais l'impression que tout le reste allait complètement se délier. Et je vous donne un exemple très bête, c'est que je me disais, mais en fait, pourquoi je vais mettre le réveil le matin? Alors que quand je mets le réveil le matin, c'est pas pour aller au dojo. Donc, quelque part, d'un point de vue purement théorique objectif, rien ne m'empêche de mettre mon réveil à 6 heures. Mais là, je me disais, mais il n'y a plus de sens pour moi mettre un réveil à 6 heures, même si c'est pour un projet professionnel ou quoi. J'ai l'impression que ma colonne vertébrale s'écroulait. Alors, j'étais dans cet état d'esprit-là. Je me pose la question, qu'est-ce que la vie veut m'apprendre? Et là, ça a été le déclic total. Je me suis dit, en fait, c'est exactement ça, sur ces deux points-là, que la vie veut m'apprendre. Un, sur le style de vie, donc qu'on m'arrachait la moitié de ma vie. Justement, je me disais, tiens, la vie me propose de découvrir autre chose. Et deux, sur ma colonne vertébrale, la vie veut me proposer de pouvoir fonctionner avec peut-être une autre colonne vertébrale. Et d'un seul coup, je me disais, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on m'a retiré quelque chose. Et en fait, la vie me propose une découverte, me propose une nouvelle aventure. Parce que finalement, tout ce que j'ai fait en judo jusqu'à maintenant, que ce soit côté colonne vertébrale, côté style de vie, de dojo en dojo, et de ma vie sociale, et de mes amitiés, etc., tout ça, c'est pas perdu. On me l'a pas retiré. Enfin, je veux dire, je l'ai bien vécu jusqu'à présent. Et je pourrais toujours le reprendre après la blessure. C'est pas disparu à jamais. En fait, je peux le reprendre quand je veux, entre guillemets. Alors oui, là, il va falloir attendre quelques mois, mais qu'est-ce que c'est quelques mois dans une vie? Donc, en fait, je me suis dit, oui, ça existe. Je l'ai, c'est solide. Par contre, là, l'énorme opportunité que la vie me donne, c'est de découvrir autre chose. Là, je vais avoir 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour découvrir autre chose. Pour découvrir que, 1, je peux être disciplinée même si j'ai pas forcément de tatami pur. Que 2, je peux avoir par exemple une super vie sociale même si je vais pas de dojo en dojo. Que 3, peut-être que la vie sédentaire va me plaire. Que peut-être je vais être contente de m'installer quelque part et de voir un peu les mêmes personnes tout le temps, etc. 4, 5, 6, etc. Et là, j'étais sur le chemin pour aller chez le chirurgien. Je commençais à voir l'énorme chance que c'était, l'énorme, on va dire, possibilité de découverte, d'aventure. Et d'un seul coup, ça m'a permis de raccrocher cette blessure et ce qui va s'en suivre avec le passé comme une continuité. Je me suis dit, en fait, c'est juste la vie qui continue, c'est juste une nouvelle aventure. C'est vrai qu'elle prend une forme différente là maintenant, mais c'est juste une nouvelle occasion d'apprendre des choses et d'évoluer. Donc ça, c'est dans ce sens-là où je parlais de la deuxième question qui va plus profond, c'est qu'est-ce que la vie veut m'apprendre, parce que j'ai cette conviction que la vie est parfaite. Je vais vous dire 3 autres phrases qui peuvent vraiment aider, qui sont dans le même état d'esprit. Donc la vie est parfaite, c'est la première phrase. La deuxième phrase, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc ça, j'aime bien, ça veut dire que je me dis sûrement dans 6 mois, dans 1 an, peut-être même dans 10 ans, je vais avoir un autre regard sur cette période. Et ça, je peux pas savoir quel regard ce sera.
Et ce regard, il sera empreint, il sera teinté de tout ce que ça m'a apporté. Aujourd'hui, faites l'exercice, repensez à quelque chose qui vous paraissait très négatif il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Bah, si vous regardez aujourd'hui ce que ça a amené et la façon dont ça a évolué, normalement, il y a des chances que vous ayez un autre regard. Donc la deuxième phrase, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et dans ce cas-là, ça peut être très très efficace, c'est de se dire, ok, imaginons c'est un jeu complètement fictif, mais ok, je m'imagine à être l'année prochaine, qu'est-ce que je pourrais me dire qui fasse me dire que cette blessure elle était géniale. Et j'invente des choses. C'est de la pure invention, mais ça permet d'enclencher des mécanismes dans le cerveau qui sont bien différents de ah c'est affreux, c'est vraiment pas juste cette blessure. La troisième phrase qui peut vraiment aider, c'est l'important c'est qui je deviens. Et ça c'est super important parce que même à l'instant T, quand j'avais mal et que j'étais assez fâchée, je me disais ok, à travers cette épreuve-là, tout de suite maintenant, qui je deviens? Est-ce que je deviens une personne aigrie qui regrette et qui vit dans le remords? Est-ce que je deviens quelqu'un qui va en profiter pour apprendre sur soi-même? Est-ce que je deviens, pour certains, ça va être quelqu'un qui rebondit tout de suite et qui est battant, etc. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'on a vraiment le choix. On a vraiment le choix de devenir qui on souhaite devenir au moment T de l'épreuve. Donc ça, c'est la troisième phrase. L'important, c'est qui je deviens. Et puis, la dernière phrase, alors moi, personnellement, c'est de penser à mon père, mais peut-être que vous êtes concernés. Mon père, il est parti, pour moi, beaucoup trop tôt. En tout cas, il est pas allé au bout de sa vie. Et du coup, à chaque fois, je réalise combien sa vie a été quelque part courte, combien c'est passé vite, et combien 90% de toutes ces choses matérielles n'avaient aucune importance. Et où était l'essentiel. Et du coup, je pense toujours à lui qui me regarde de là-haut, et ça me fait tout de suite penser à qu'est-ce qui est important vraiment dans le fond. Et ça, pour moi, c'est super efficace. D'abord, j'entends un petit peu sa voix qui me dit « c'est pas grave, t'inquiète pas, le plus important, c'est ta santé, soigne-toi ». Et ça peut paraître bête à dire, mais typiquement, de penser, pour moi c'est ce que j'appelle ma quatrième phrase, en tout cas de penser à mon père de là-haut, bah oui, ma compétition dans 12 jours, c'est vraiment pas grave du tout. C'est vraiment pas grave, peut-être c'est frustrant sur le coup, et voilà, mais c'est pas grave. L'important c'est la santé, je suis en bonne santé, même l'opération c'est une opération qui se fait, normalement j'aurai aucune séquelle de l'épaule, donc vraiment c'est pas grave. Et en plus de ça, d'entendre cette petite voix, ben, je me dis la même chose pour moi, je me dis mais là si ça doit être la fin de ma vie dans une semaine ou même dans 10 ans, qu'est-ce que je vais retenir de plus important? Ben, moi ce que je retiens de plus important, c'est la façon dont j'ai vécu cette blessure, c'est de ne pas perdre 1 minute de plus à être énervée, et c'est de trouver tout de suite des choses super agréables, des belles opportunités à vivre. Donc ces 4 phrases, elles peuvent complètement se cumuler et s'enchevêtrer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me retrouve à faire cette vidéo pour vous, c'est que ça fait partie des belles choses que je voulais faire, même en étant blessée. Je me suis dit, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, je vais pas faire de compète prochainement, mais en fait, il y a tellement de choses que je garde, mes amis, je les garde, les dojos, ils vont m'attendre, ils seront encore là dans 6 mois. Secret judoka, bah je l'ai encore à 100%, même si peut-être je vais ralentir un peu le rythme. Pour vous dire l'anecdote, en sortant de chez le chirurgien, quand il m'a donné le timing, je me suis presque dit, ah bah c'est trop court, là je vais pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie d'explorer. Et puis pour finir, donc secret judoka, voilà, je garde tout, et je me suis dit, bah ça va être une super opportunité de découvrir de l'intérieur par moi-même ce que c'est qu'une blessure, en tout cas un exemple, et peut-être que ça va m'amener justement à mieux comprendre les blessés, à pouvoir échanger avec eux, à avoir des nouvelles relations, et ça a déjà commencé, car dans le groupe Facebook, le groupe privé, donc je rappelle secret judoka motivé, vous pouvez taper sur Facebook, vous allez le trouver, il y a déjà eu pas mal d'échanges sur les blessures, et c'était vraiment super intéressant, donc je pense que ça va continuer. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je fais cet épisode et que je n'hésiterai pas à en faire d'autres sur les différentes phases, que ce soit l'immobilisation, la rééducation, la reprise sur un tatami. Peut-être que je vais essayer de trouver un expert médical pour faire une vidéo intéressante là-dessus. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des blessés autour de vous, bah c'est vraiment le moment, communiquons, échangeons ensemble, parce que moi je suis super motivée pour apporter du contenu sur ce grand sujet que malheureusement beaucoup de judokas vivent. À bientôt!